Le samedi 2 avril 1988, un jeune homme saute par la fenêtre du premier étage d'une maison d'un quartier calme de Kansas City aux États-Unis. Totalement nu, ne portant qu'un collier de chien et complètement hagard, il se précipite chez un voisin et tambourine, en panique, à sa porte. À l'arrivée de la police, Christopher Bryson raconte en détail le supplice qu'il venait de subir ces derniers jours. Les policiers ne savaient pas encore que ce récit allait contribuer à l'arrestation d'un des tueurs en série les plus sadiques des États-Unis. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te parler de Robert Berdella, surnommé le boucher de Kansas City. Une histoire glaçante qui va marquer profondément les esprits durant des décennies. Mais avant que je ne commence ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Robert Berdella est né le 31 janvier 1949 à Cuyahoga Falls, dans l'Ohio. Il est le fils aîné de Robert Andrew et de Mary-Louise Berdella. La famille Berdella était très religieuse et fréquentait régulièrement l'église de leur quartier. Aussi, dès leur plus jeune âge, les enfants Berdella devaient suivre des cours d'éducation religieuse de manière intensive, ce qu'il faisait sans trop rechigner. Dès les premières années de sa vie, Robert montra des signes d'une très grande intelligence, mais aussi d'une très grande et inquiétante solitude. En effet, très peu avantagé par son physique, contrairement à son petit frère Daniel, il commença à développer de très profonds complexes et se mit progressivement de lui-même à l'écart de tout et de tous. L'éducation que leur père leur donna ne facilita pas son intégration dans la société. Celle-ci était dure et stricte, n'hésitant pas à les battre avec sa ceinture de cuir de manière récurrente. D'ailleurs, le père concentrait principalement ses coups sur Robert, ne supportant pas sa marginalité, le considérant comme un faible et un perdant. Je ne souhaite en aucun cas justifier les actes futurs de Robert Berdella. Je ne fais qu'exposer des faits qui ont dû contribuer à développer sa personnalité complexe. Mais reprenons. Plus tard, à la puberté, Robert découvre son homosexualité, ce qui le pousse de plus en plus à se mettre à l'écart du monde, et ce qui aura pour conséquence de se faire harceler par d'autres élèves. Quelques années plus tard, à l'adolescence, son mode de vie le rend de plus en plus aigri et cynique envers le monde et envers les personnes qui l'entourent, spécialement envers les femmes. Le 25 décembre 1965, un événement tragique va marquer Robert. En effet, son père décède violemment par une crise cardiaque. Très touché par cet événement, Robert se réfugia encore plus dans son univers solitaire et développa aussi un rejet total envers toute forme de religion. C'est à cette époque qu'il commença ses différentes collections d'artefacts antiques, une activité qui le poussera une vingtaine d'années plus tard à ouvrir sa propre boutique. Mais revenons à l'année 1965. Cette année constitua un des premiers tournants de sa vie. Outre la mort de son père, le remariage rapide de sa mère, la même année, contribua à renforcer son aigreur envers la race humaine, car elle considérait ce remariage comme une sorte de trahison de sa mère envers son père et envers eux, ses fils. Cette même année, Robert va voir au cinéma le film L'Obsédé de William Wyler. Dès le premier visionnage de ce film, Robert en développa une fascination extrême. Ce film racontait l'histoire d'un homme perturbé qui enlève puis séquestre une femme durant plusieurs jours pour en faire son jouet. Robert dira plus tard que ce film le marqua de manière indélébile durant toute sa vie.
Tu verras plus tard à quel point ce film l'a inspiré dans son mode opératoire. À l'été 1967, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à la Cuyahoga Falls High School, Robert décide de voler de ses propres ailes. Il quitte donc sa famille et s'installe à Kansas City, où il s'inscrit pour son cursus universitaire à la Kansas City Art Institute, ayant pour objectif professionnel de devenir professeur d'université. La première année se passe plutôt bien pour Robert, ses professeurs voyant en lui un avenir très prometteur. Mais son éloignement de sa ville natale et sa solitude lui fit perdre pied dès le début de sa deuxième année. À 19 ans, il plongea peu à peu dans l'alcool et les drogues, et pour financer ses addictions, il commença aussi à commettre certaines infractions, se lançant dans la vente de drogue et de médicaments. Il fut arrêté à plusieurs reprises cette année-là pour détention et recel de drogue, et fit un passage de quelques jours en prison. C'est lors de cette même année qu'il montra un des signes les plus fréquents des futurs tueurs en série, la torture d'animaux. En effet, durant ses cours de cuisine, il n'hésitait pas à torturer et à tuer des canards et autres bêtes devant ses camarades pour, comme il le dira plus tard, le plaisir de l'art. Secrètement, de son côté, il commença aussi à faire des expérimentations de sédatifs sur des chiens et des chats. Ses obsessions et sa fascination pour le macabre commencent visiblement à faire surface. En 1969, à la fin de sa deuxième année universitaire, Robert décide d'arrêter ses études et de quitter définitivement son université. Pour subvenir à ses besoins, il commence à travailler comme cuisinier dans des restaurants de Kansas City. Il commence aussi à revendre ses objets d'antiquité qu'il avait accumulés depuis des années. C'est à ce moment aussi qu'il déménage dans une maison située au 4315 Charlotte Street, une adresse qui deviendra tristement célèbre dans le futur. À cette époque, Berdella avait ouvertement fait son coming out et n'hésitait plus à se rapprocher d'hommes, principalement des prostituées, des toxicomanes et des petits délinquants. À ses voisins, il prétextait vouloir les aider à s'en sortir, mais la vérité était bien plus sombre. Il n'hésitait pas à utiliser sa position de supériorité pour les abuser sexuellement. Durant une décennie, Robert eut très bonne presse auprès du voisinage. Il était très apprécié et respecté. Et, comble de l'ironie, il intégra même un service civique de sécurité du quartier dont il devint le président en 1981. Parallèlement, les affaires de Robert commencent à prospérer durant les années 70. Son affaire d'antiquité prit son essor en 1981 lorsqu'il signa plusieurs accords avec des fournisseurs et des clients dans tout le pays. Cet essor lui fit finalement quitter son poste de cuisinier pour se consacrer uniquement à son business d'antiquité. En 1982, il décide donc d'ouvrir son propre magasin d'antiquité dans le centre de Kansas City, le Bob's Bazar Bizarre, qui prospéra dès son ouverture. Une télévision locale a d'ailleurs fait une interview de Berdella dans sa boutique en 1983. La voici. I started collecting and dealing in ethnic folk art back in 71, and then in 78 I came over here to basically temporarily to clean out my basement. I had a basement sale to clean out my house, and then I came over here to clean out my basement, and just did very well and started bringing over some of the stuff that I was dealing in as far as the ethnic jewelry and folk art. Mais cette réussite n'était que de façade. Ses envies et ses obsessions macabres revenaient sans cesse. Jusqu'à maintenant, il réussissait à les maîtriser, mais cela ne sera plus le cas pour très longtemps. En 1984, Robert Berdella, toujours très populaire dans la communauté, fait la connaissance de Paul Howell. Celui-ci tient un magasin juste à côté du sien. Très vite, ils deviennent amis et Paul finit par lui présenter Jerry Howell, son fils de 19 ans. Au début, très distants,
les deux hommes finissent par se rapprocher lorsque Jerry confessa à Robert qu'il était lui-même homosexuel et se prostituait de temps en temps. Au fil de leur rencontre, Robert commença à développer des idées macabres envers Jerry, jusqu'à ce que ces idées deviennent des obsessions. Il devait le faire, et Jerry serait son premier. Le 6 juillet 1984, Robert propose à Jerry de l'accompagner pour assister à un concours de danse en ville. Ce serait l'occasion idéale. Ce serait pour ce soir-là. Avant de prendre Jerry en voiture, il fait le plein d'alcool et se procure de nombreux sédatifs. La soirée se passe normalement, puis l'heure vient de rentrer et Robert se propose de ramener Jerry chez lui. Jerry accepte la proposition en totale confiance. Mais comme tu t'en doutes, cette décision sera fatale pour le jeune homme. Durant le trajet, Robert fait boire à Jerry de l'alcool mélangé au sédatif. Après quelques minutes, Jerry est totalement inconscient. Robert change donc de trajet et se dirige directement chez lui, au 4315 Charlotte Street. Arrivé à son domicile, il transporte le jeune homme toujours inconscient et l'attache sur un lit. Le calvaire du jeune homme allait commencer. Durant les 28 heures qui vont suivre, Berdella fera subir les pires atrocités au jeune homme. Il l'agressa sexuellement à plusieurs reprises avec des objets divers, le gardant éveillé durant tout le processus et lui injectant divers produits et antibiotiques. Il était extrêmement méthodique. Il utilisait son Polaroid pour photographier chaque étape du processus. Il notait aussi très méticuleusement sur des carnets chaque étape de ses différentes tortures et chaque réaction de sa victime. Jerry décède 28 heures plus tard, asphyxié par son propre vomi. Après son décès, Robert emmène le corps du jeune homme dans sa salle de bain, puis le démembre avec une tronçonneuse et des couteaux de boucher. Les différentes parties du corps sont éparpillées dans des sacs poubelles pour qu'ils soient emportés à la décharge le lendemain. Tout se passe comme prévu et Robert ne fut jamais inquiété, ce qui lui donna un sentiment d'invincibilité. Quelques mois plus tard, le 10 avril 1985, Berdella fait la connaissance de Robert Sheldon, 18 ans. Sheldon n'avait pas de domicile fixe et Robert lui proposa de le dépanner en l'hébergeant chez lui pendant quelques jours. Le 12 avril, en rentrant chez lui, il découvre Robert Sheldon totalement ivre. Par opportunité, il voit là une occasion à ne pas manquer. Berdella se jette sur Sheldon et lui injecte un sédatif et l'attache ensuite sur un lit. Comme pour Jerry, il commença ses différentes tortures sexuelles, notant et photographiant chaque étape du processus. Berdella n'avait pas l'intention de le tuer dans un premier temps, mais le 15 avril, un ouvrier sonne à sa porte. Il avait totalement oublié qu'il avait prévu des travaux sur sa toiture. Pour ne pas attirer l'attention de l'ouvrier, Berdella décide de finalement tuer Sheldon en l'asphyxiant avec un sac plastique. Le soir même, il le démembre et dispose les parties du corps dans des sacs poubelles et les enterre dans son jardin. Mais cette fois-ci, il garde la tête de Sheldon comme trophée. Quelques mois passent sans que Berdella ne soit une nouvelle fois inquiété. Le 22 juin 1985, Robert Berdella engage Mark Wallace, un jardinier de 20 ans. Mais alors que celui-ci travaille dans son jardin, un orage éclate et Wallace se réfugie chez lui. Quelques minutes plus tard, Berdella se jette sur lui et lui injecte un sédatif puissant. Comme pour ses précédentes victimes, il l'emmène à l'étage et l'attache sur un lit. Les tortures vont durer une journée complète avant que Wallace ne décède. Cette fois-ci, en plus des tortures sexuelles, Berdella lui inflige des tortures électriques avec des aiguilles hypodermiques. Comme à son habitude, Berdella le démembre et place les différentes parties du corps dans des sacs poubelles pour qu'ils soient emmenés à la décharge. Le 26 septembre 1985, Berdella accepte d'héberger Walter James Ferris, 20 ans, pour le dépanner. Concernant Ferris, il ne s'agissait plus d'opportunité. Il accepte de l'héberger dans l'intention de le torturer et de le tuer. Dès son arrivée chez Berdella, Ferris est donc drogué et attaché sur un lit. Durant les 27 heures suivantes, Berdella va lui infliger des tortures extrêmes, sexuelles et électriques.
allant jusqu'à des décharges de 8000 volts avec des aiguilles hypodermiques. Ferris décède d'un arrêt cardiaque le 27 septembre 1985. Berdella le démembre et place les parties du corps dans des sacs plastiques, direction la décharge publique. Mais ce n'est pas fini. Le 17 juin 1986, Robert Berdella rencontre Todd Stoops, un jeune prostitué de 21 ans, dans un parc de la ville. Stoops accepte d'accompagner Berdella jusqu'à son domicile. Dès son arrivée chez lui, Berdella va le droguer et l'attacher à un lit. Mais tu commences à connaître son mode opératoire. Concernant Stoops, Berdella avait un tout autre projet que pour ses premières victimes. Il souhaitait le garder le plus longtemps possible pour le transformer en objet sexuel. Chaque jour, durant 2 semaines, celui-ci lui fit subir des agressions sexuelles et des chocs électriques intensifs. Refusant de le nourrir, Stoops s'affaiblit de plus en plus chaque jour et finit par développer une fièvre et des hémorragies suite aux agressions sexuelles répétées. Il mourut le 7 juillet 1986. Comme à son habitude, Berdella se débarrasse du corps en le démembrant. En juin 1987, il accueille Larry Wayne Pearson, 20 ans, chez lui. Dans un premier temps, Berdella n'avait pas l'intention de s'attaquer à lui. Mais le soir du 23 juin 1987, Pearson, totalement ivre, commence à se moquer de Berdella. Celui-ci, furieux, se jette donc sur lui et lui injecte un sédatif. Le supplice de Pearson dura 6 semaines. Berdella le décrira comme le moins coopératif, se débattant chaque jour. À la 6e semaine de captivité, Pearson mord violemment le sexe de Berdella. Furieux, celui-ci lui fracasse le crâne avec une bûche et l'étrangle. Il se débarrasse du corps de la même manière, tout en gardant sa tête dans un congélateur. Le 29 mars 1988, il fait monter dans sa voiture un jeune prostitué de 22 ans, Christopher Bryson, celui-là même qui finit par le conduire à sa perte quelques jours plus tard. Arrivé au domicile de Berdella, celui-ci se saisit d'une barre de fer et assomme Bryson, puis l'attache sur un lit à l'étage. Puis, comme à son habitude, les tortures sexuelles et électriques commencent. Il lui frottera même les yeux avec de l'ammoniac pour voir ce que cela ferait. Au 4e jour de captivité, Bryson, se montrant très coopératif, obtint le droit d'avoir les mains liées à l'avant. Il obtient aussi le droit de fumer une cigarette. Berdella, ne se doutant pas que Bryson se jouait de lui, fit une erreur qui allait le perdre. Après avoir allumé la cigarette de Bryson, Berdella oublia une boîte d'allumettes sur le lit, que Bryson camoufla du mieux qu'il pouvait. Le lendemain, le 4 avril 1988, alors que Berdella s'était rendu à la boutique pour travailler, Bryson brûla ses liens avec les allumettes et se précipita à la fenêtre, l'ouvrit et sauta. Il était complètement nu et avait l'air totalement perdu. Il se précipite chez un voisin et frappe à sa porte, le suppliant d'appeler la police. À son retour du travail, Berdella est donc interpellé par la police. Après l'arrestation de Berdella, une enquête s'ouvre rapidement et un mandat de perquisition est délivré par les juges de Kansas City. La perquisition de la police permet de mettre à jour le véritable Robert Berdella. Il trouve près de 300 photos polaroïdes de ses victimes à plusieurs stades de ces tortures. Et il trouve également les fameuses notes manuscrites qui décrivaient en détail les tortures infligées à ses victimes. Sur place, il tombe aussi sur sa salle de torture et sur la pharmacie contenant tous les antibiotiques et les sédatifs. Dans un autre placard, il découvre le crâne d'une de ses victimes. À l'arrière de la maison, il découvre une tête coupée en décomposition et des ossements dans le jardin. Il n'en fallait pas plus pour que Berdella soit inculpé de 7 chefs d'accusation, dont agression et meurtre. Pour éviter la possible peine de mort, Berdella décide de plaider coupable en échange de la parole du procureur de ne pas requérir la peine de mort. Le procès se déroula du 2 juillet au 19 décembre 1988.
Berdella fut condamné à la réclusion à perpétuité sans remise de peine possible. Il purgera sa peine dans la prison de Jefferson City, dans le Missouri. Depuis sa prison de Jefferson City, Berdella va donner une interview célèbre dans laquelle il va blâmer la police et les médias sur la manière dont ces crimes ont été représentés et interprétés. Voici donc un extrait de cette interview. Mr. Berdella, you're sitting here as a man who's going to spend the rest of his life in prison. You've confessed to murder of 6 young men in this city and crimes that horrified the city and much of the country. You've confessed to, in various degrees, felonious restraint, drugging people, sexually abusing them, torturing them, killing them, dismembering them. And until now, you've refused all interviews. So in light of all those facts, I have to ask you, why are you here? What is it you have to say to us? What is it you want to say about yourself in this case? Well, I've had the media clamoring to get interviews with me. And after I made my last pleas, I wanted to get at least part of my side of it out. I've found it very hard to find any way to do that in Kansas City. The media has so biased my case, portraying me as being non-human, and their motivation is no separate from the way I treated my victims. I treated them as something less than human, nothing more than a play toy or not a play object. This is what the media has done to me. It's dehumanized me so that it can believe, along with the public, that things like human sacrifice, Satanism, demonic practices are more believable than me being the neighbor next door who reached a point in his life where he could do monstrous acts. That's not the same thing as being a monster. Your prosecutors, and I do want to quote this, when you came to plead, called your crimes wantonly vile, horrible, or inhuman. When was this done? I believe in documents associated with the Sheldon charges. To repeat that quote from the prosecution, these crimes were wantonly vile, horrible, or inhuman. Okay. I think if you check with just about any attorney, you'll find that that is the standard clause that's used when they want to build a case for Capital One with the death penalty. Without the legalism, would you agree that those crimes are wantonly vile or inhuman? I won't disagree. Another report was that you kept detailed torture logs and diaries. Did you? I kept sheets of paper that I had made some notations on. This is between the mattress and springs on my bed. This is one of those packages containing numerous photographs and what became to be known as meticulous, methodical diaries. Those pieces of paper in there are these meticulous diaries. These are the pictures of the more than 200 photographs, some of them of young men, sexual partners, and these are in some ways, and these that we see here are the sheets of paper upon which you made notes. Right. I see. This is a copy of one of those pages. It looks like a loose leaf paper. It does contain information about amounts of drugs and so on. So what is your complaint with the police calling these detailed diaries? By your evaluation, does this look methodical? Doesn't look methodical. Meticulous? It looks a little sloppy. They are not bound in Corinthian leather, written on parchment diaries that the media apparently tries to describe them as. They're sheets of paper. They're notes. Le 10 août 1992, Berdella fait un malaise dans sa cellule. Il est emmené d'urgence à l'hôpital où il décède à 16 heures le même jour.
Plus tard, sa maison fut détruite par la ville pour ne laisser aucune trace de cet événement qui marqua à jamais Kansas City. Voici donc, âme innocente, comment se termine l'histoire glaçante de Robert Berdella, surnommé le boucher de Kansas City. Un homme et un voisin ordinaire se transformant en bourreau sadique dès la porte de sa maison franchie. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.